Chapitre 2. Nausicaa et les Phéaciens. Tandis que l'infortuné Ulysse, dompté par la fatigue et le sommeil, dormait, Athéna s'en allait chez les Phéaciens. C'est chez Alkinoos, leur roi, qu'elle se rendait, méditant le retour du généreux Ulysse. Elle entra dans la chambre somptueuse où dormait Nausicaa, la fille du généreux Alkinoos. 2 servantes, belles comme les grâces, veillaient de chaque côté du seuil. Comme un souffle de vent, la déesse approcha du lit de la Vierge et, penchée au-dessus de sa tête, elle lui dit ces mots. « Nausicaa, quelle négligence! Tu laisses tes robes sans soin alors que le mariage approche où tu devras passer les plus belles. Allons les laver dès le lever du jour. Je t'aiderai pour que tu aies fini plus vite. Tu ne vas plus rester longtemps vierge. Déjà, les meilleurs Phéaciens te courtisent. Demande à ton illustre père qu'il fasse préparer les mulets et le char qui porteront les ceintures, les voiles et les draps. » Ayant ainsi parlé, Athéna aux yeux brillants retourna dans l'Olympe. Aussitôt, l'aube parut sur son trône d'or, réveillant Nausicaa au beau voile. Étonnée de son rêve, la princesse se hâta d'aller prévenir ses parents. Sa mère, assise près du feu avec ses servantes, filait la laine teinte de pourpre marine. Mais elle croisa son père, qui sortait pour aller au conseil. Elle lui dit « Cher papa, ne veux-tu pas me faire préparer un char haut sur roue afin que j'aille au fleuve laver notre linge sali ? Il te faut de beaux vêtements, toi qui sièges au conseil parmi les meilleurs. Et tu as 5 fils au palais, 2 sont mariés et 3 sont encore garçons. Ceux-là veulent aller aux danses vêtus de vêtements propres et frais. C'est à moi que revient ce travail. » Elle aurait rougi de parler des noces à son père, mais il la comprit et répondit « Je ne te refuse, mon enfant, ni les mulets, ni rien. Va, mes serviteurs vont te préparer le char haut sur roue et y mettre le caisson. » Il donna ses ordres aux serviteurs, qui obéirent. Nausicaa apporta les beaux vêtements. Sa mère mit des vivres et des douceurs dans une corbeille et versa du vin dans une outre en peau de chèvre. La Vierge monta sur le char et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide pour qu'elle s'en parfumât après le bain avec ses femmes. Nausicaa saisit le fouet et les belles reines. Elle fouetta les mulets qui s'élancèrent à grand bruit. Quand Nausicaa et ses femmes furent parvenues au cours limpide du fleuve où se trouvaient les lavoirs pleins toute l'année, elles détachèrent les mulets et les emmenèrent brouter l'herbe douce près du fleuve tourbillonnant. Elles prirent le linge à pleine main dans le char, le plongèrent dans l'eau profonde et, rivalisant de vitesse, le foulèrent dans les bassins. Quand il fut lavé, purifié, elles l'étendirent sur les galets du rivage. Alors elles se baignèrent, se parfumèrent d'huile luisante, prirent le repas sur le bord du fleuve, tandis que les vêtements séchaient aux rayons du soleil. Quand maîtresses et servantes eurent mangé, elles dénouèrent leurs voiles et jouèrent à la balle. Nausicaa au bras blanc menait le jeu, brillant entre ces femmes telle Artémis au milieu des nymphes. Enfin, il fallut rentrer au palais. Mais Athéna aux yeux brillants eut d'autres pensées. Elle voulait qu'Ulysse se réveillât, qu'il vît la Vierge aux beaux yeux et qu'elle le conduisît à la ville des Phéaciens. La reine lança la balle à l'une de ses servantes, mais la balle s'égara et tomba dans le fleuve profond. Les jeunes filles poussèrent de hauts cris et le divin Ulysse s'éveilla. S'asseyant, il délibéra dans son esprit et son cœur. Hélas! Sur quelle terre, chez quels hommes suis-je venu? Chez des gens violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux? J'ai entendu un cri de jeune fille. Est-ce voix de nymphe ou voix humaine? Je verrai. Ayant ainsi parlé, le divin Ulysse sortit des broussailles. De sa main vigoureuse, il arracha un rameau feuillu pour cacher sa virilité, et, tout nu qu'il était, parut au milieu des jeunes filles aux cheveux bouclés. La nécessité l'y obligeait. Il parut horrible, souillé par l'écume, et elles s'enfuirent çà et là. Seule la fille d'Alkinoos resta. Athéna lui mettait cette audace au cœur et chassait la crainte de ses membres. Elle restait donc seule, en face d'Ulysse, qui lui adressa ce discours habile et doux. « Je te supplie, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Si tu es déesse chez les dieux qui habitent le large ciel, par la beauté, l'allure et la grâce, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus. Mais si tu es une des mortels habitant sur la terre, 3 fois heureux ton père et ta vénérable mère. 3 fois heureux tes frères, mais plus encore celui qui, t'ayant comblé de cadeaux, t'emmènera dans sa maison. Jamais je n'ai vu de mortel, homme ou femme, aussi beau. Je suis saisie d'admiration.
Un jour, à Délos, devant l'autel d'Apollon, j'ai vu semblable beauté, un jeune palmier. Je restai longtemps stupéfait dans mon cœur, car jamais un tel fût n'était sorti de terre. Ainsi je t'admire, ô femme, et je suis stupéfait. Je tremble de saisir tes genoux. Ma douleur est grande. Hier, après 20 jours, j'échappais à la mer couleur de vin. Ô reine, prends pitié de moi. Après tant de misère, c'est vers toi, la première, que je suis venue. Je ne connais aucun des habitants de cette ville et de cette terre. Montre-moi la ville, donne-moi quelques lambeaux pour me couvrir, et que les dieux t'accordent ce que tu désires, un mari, une famille et une heureuse concorde. Nausicaa, au bras blanc, lui répondit. Étranger, puisque tu es venu vers notre terre et notre ville, tu ne manqueras ni de vêtements, ni d'aucune autre des choses qu'il convient d'accorder aux malheureux suppliants. Je te montrerai la ville, et je te dirai le nom de notre peuple. Les Phéaciens habitent cette ville et cette terre, et moi, je suis la fille du généreux Alkinoos, qui est le premier par la puissance entre les Phéaciens. Elle dit, et commanda à ses servantes. Revenez, servantes. Où fuyez-vous pour avoir vu un homme? Croyez-vous que ce soit un ennemi? Personne ne peut porter la guerre sur la terre des Phéaciens. Nous sommes très chers aux immortels. Nous habitons à l'écart sur la mer houleuse, et nous n'avons aucun commerce avec les autres hommes. Ce n'est qu'un pauvre naufragé. Il nous faut le secourir, car les étrangers et les mendiants sont envoyés de Zeus. Allez, donnez-lui une tunique et un manteau, et lavez-le dans le fleuve à l'abri du vent. Elle dit, et les servantes conduisirent Ulysse à l'abri du vent. Elles placèrent à ses côtés une tunique et un manteau. Elles lui donnèrent la fiole d'or pleine d'huile liquide, et l'invitèrent à se laver dans le courant du fleuve. Le divin Ulysse lava dans le fleuve l'écume salée qui couvrait son dos, ses flancs et ses épaules. Il purifia sa tête des souillures de la mer stérile. Il se parfuma d'huile et se couvrit des vêtements que la Vierge lui avait donnés. Athéna, fille de Zeus, le fit paraître plus grand et déroula sa chevelure bouclée comme les fleurs de jacinthe. Il s'assit à l'écart sur le rivage de la mer, éblouissant de beauté et de grâce. La Vierge, admirative, dit à ses servantes aux cheveux bouclés. « Ah, si un tel homme pouvait devenir mon mari, s'il habitait ici et qu'il lui plût de rester. Mais vous, servantes, offrez-lui à boire et à manger. » Elle dit, et les servantes obéirent. Elles offrirent à Ulysse à boire et à manger. Et le divin Ulysse but et mangea avec voracité. Il y avait longtemps qu'il n'avait pris de nourriture. Mais Nausicaa, au bras blanc, déposa le linge plié dans le char. Elle y monta, après avoir attelé les mulets aux sabots massifs, et exhortant Ulysse, elle lui dit « Lève-toi, étranger, allons à la ville, que je te conduise à la demeure de mon sage père. Voici ce qu'il faut faire. Tu me sembles ne pas manquer de sagesse. Aussi longtemps que nous irons à travers champs et cultures, marche rapidement avec les servantes derrière les mulets et le char. Je montrerai le chemin. Mais lorsque nous serons arrivés en vue de la ville, cesse de nous suivre. Tu la verras entourée de hauts murs, avec ses 2 ports, un de chaque côté, et le beau temple de Poséidon, sur l'agora pavée de grandes pierres taillées. C'est là qu'on s'occupe des agrès des noirs vaisseaux, cordages, voiles et rames qu'on polit. Car les arcs et les carquois n'intéressent pas les Phéaciens, mais uniquement les mâts, les rames et les navires, bien équilibrés, sur lesquels ils traversent joyeux la mer grise d'écume. Évite leurs paroles sans douceur, de peur que l'un d'eux ne me blâme. Ils sont très insolents. Ils pourraient médire en me voyant en ta compagnie. Écoute-moi donc, étranger, si tu veux obtenir de mon père ton retour. Nous trouverons près du chemin un beau bois de peuplier consacré à Athéna. Il faudra t'y arrêter le temps que nous soyons arrivés à la demeure de mon père. Dès que tu penseras que nous y sommes parvenus, marche vers la ville des Phéaciens et cherche la demeure de mon père, le généreux Alkinoos. Quand tu seras entré dans la cour, traverse vite la grande salle et va à ma mère. Assise à la lumière du feu, adossée à une colonne et entourée de ses servantes, elle file une laine pourprée. À côté d'elle est le trône de mon père, où il est assis, buvant du vin à petits coups comme un immortel. Passe devant lui et embrasse les genoux de ma mère si tu veux voir le jour du retour. Elle dit et fouetta les mulets qui quittèrent les bords du fleuve. Le soleil se coucha et il parvint au bois sacré d'Athéna où le divin Ulysse s'arrêta. Aussitôt il supplia la fille du grand Zeus. « Entends-moi, fille de Zeus qui porte l'égide, accorde-moi d'être le bienvenu chez les Phéaciens et qu'ils aient pitié de moi. » Il dit en suppliant et Athéna l'entendit.
Quand Ulysse jugea que Nausicaa était arrivée au palais, il se mit en chemin. La déesse Athéna le protégeait encore. Elle l'avait enveloppé d'un brouillard magique qui le rendait invisible. Mais il n'en savait rien. Bientôt, Ulysse entra dans la ville des Phéaciens. Il s'arrêta au seuil de la demeure royale. C'étaient portes d'or, parois de bronze, statues d'argent, d'or. Au-delà de la cour, on voyait un jardin dont les arbres, poiriers, pommiers, figuiers, oliviers, vignes, portaient des fruits toute l'année, été comme hiver. Quand il eut tout admiré dans son cœur, Ulysse entra, traversa le palais et, allant tout droit vers la reine arrêtée, il embrassa ses genoux. Aussitôt, le brouillard se dissipa, à la grande stupeur de tous. Ulysse n'eut pas à supplier longtemps la reine pour obtenir d'elle et du roi, Alkinoos, l'hospitalité. Le roi promit au suppliant de le ramener chez lui dès le lendemain. « Nos navires, lui dit-il, sont rapides comme l'aile ou la pensée. » Le lendemain, Alkinoos fit donner une grande fête en l'honneur de son hôte. Les jeux succédèrent au festin de midi. Autour de l'agora, la foule se pressait pour assister aux concours de course, de lutte, de saut, de lancer du disque, aux danses aussi. Puis ce fut l'heure du repas du soir. Alkinoos y invita les 12 seigneurs de Phéacie en leur demandant d'apporter pour son hôte les dons d'hospitalité, or et vêtements. De retour au palais, quand il eut reçu le bain des servantes d'arrêté, Ulysse vint s'asseoir à côté du roi. On mangea, on but le vin doux et le vieil Aède aveugle chanta l'histoire du cheval de Troie. Mais Ulysse ne put retenir ses larmes. Alkinoos interrompit alors l'Aède et pria l'étranger de révéler son identité. « Dis-moi aussi quels sont ta terre natale, ton peuple et ta cité, afin que nos navires t'y conduisent. Ils n'ont pas de pilote ni de gouvernail comme les autres navires. Ils devinent les pensées des hommes et connaissent les cités, les champs fertiles du monde entier. Ils traversent rapidement l'abîme de la mer, enveloppés de brume, sans jamais craindre d'avarie ni de naufrage. Allons, parle, et dis-nous dans quel lieu tu as erré. Les pays, les villes bien peuplées, les hommes, violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux, que tu as vus. Dis-nous pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Danaens et des Troyens. À bientôt.